pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Vous vous souvenez du premier feu qu'il y a eu en avril 2023. Il y a une enquête publique du coroner qui a été demandée par le gouvernement. Mon cabinet ce matin a parlé au coroner en chef, M. Bernier. On va voir de quelle façon on pourrait combiner ces deux malheureux événements, ces deux tragédies dans une même enquête, là. La découverte macabre au nord de la bande de Gaza où on a retrouvé des dizaines de cadavres d'enfants décapités. On est rentré se cacher dans la caravane à 8 heures du matin. Pendant toutes ces heures, on entend les terroristes arriver en hurlant « Allahu Akbar », énormément de coups de feu. On entend des gens crier. Hélas, pendant toutes ces heures, on a entendu toutes les atrocités qui se sont passées là-bas. Ils ont tiré sur notre caravane. Ils ont essayé de nous brûler vivants. Voici Patrick Lagacé. Lundi, le 7 octobre 2024, avant le tour d'horizon de l'actualité. Météo, retour du temps frais cette semaine, aujourd'hui. Des averses ce matin, ça devrait se dégager en après-midi. Maximum de 18 degrés. Demain, mardi, ensoleillé, maximum de 14. Mercredi, jeudi, semblable, ensoleillé, passage nuageux, maximum de 15 degrés. Je commence avec les retombées de cet incendie criminel qui s'est déroulé il y a quelques jours dans le Vieux-Montréal. Et là, on a l'identité des deux victimes. Il s'agit d'une dame de la France avec sa fille, Léonore Géraudy, 43 ans, et sa fille, Vérane Reynaud-Géraudy, 7 ans, qui ont péri dans le brasier. Et il y a 25 personnes qui se trouvaient dans l'auberge au-dessus de ce restaurant L'Aume, qui a été visé par un objet incendiaire. Le bilan aurait pu être encore plus catastrophique. Donc, que faire, que penser de ce qui s'est passé? Il y a une sorte de guerre qui se prépare et qui a lieu dans le monde criminel, qui a lieu parce qu'il y a des rivalités dans le crime désorganisé avec le crime organisé aussi. Et quand je dis qu'on se prépare, on peut faire un lien, selon certaines sources policières, avec les révélations d'un type qui s'appelle Frédéric Silva. Frédéric Silva, c'est un ancien tueur à gages. Lui, il louait ses services à plusieurs grands groupes criminels, la mafia, les Hells Angels. Il a été arrêté et il s'est mis à table. Il s'est mis à table depuis plusieurs mois. C'est connu dans le milieu criminel, les policiers le disent. Fadi Daguerre, chef de police de la Ville de Montréal, qui va être avec nous un peu plus tard, en a déjà parlé à cette antenne. Il y a du positionnement. Il y a des bandits qui savent qu'ils vont se faire arrêter. Il y a d'autres bandits qui se positionnent présentement. Donc, il y a l'angle Silva dans les affaires d'extorsion qui se préparent ces jours-ci, qui ont lieu ces jours-ci, pardon. Il y a l'angle Silva aussi dans le positionnement. L'extorsion, c'est quoi? L'extorsion, c'est, vous avez un commerce, et là, il y a des bandits qui arrivent et qui vous disent, ça va être tant de milliers de dollars pour te faire protéger. C'est un classique, la mafia faisait ça, d'autres groupes criminels font ça, pas juste ici, un peu partout dans le monde. Et là, à une époque, et je dis pas que c'était mieux, je dis que c'était différent. À une époque, les bandits arrivaient et disaient, ça va être 5 000 pour protéger ton restaurant. Et tu payais ou tu payais pas. Si tu payais pas, ben il y avait des vitres brisées, on pouvait saccager ton commerce, etc., etc. Tu finissais par payer. Là, ce qui se passe aujourd'hui, parce que depuis que la mafia a été déstabilisée, la mafia montréalaise, il y a aussi des nouveaux qui veulent investir ce marché-là. Fait que ce qui se passe, tu as un restaurant, par exemple, tu as un bar, et quelqu'un arrive et dit, ben, ça va être 5 000, ça va être 10 000 par mois pour te protéger. T'acceptes ou t'acceptes pas? Si t'acceptes, avant, tu te faisais pas écœurer. Avant, tu payais ton pizzo, tu payais ta ristourne, et si un autre groupe arrivait et disait, hey, on va te protéger, ben, tu donnais le numéro de téléphone du gars à ton contact de la mafia ou à ton contact des Hells, et c'est eux qui l'appelaient. Pour dire, écœure pas ce gars-là, écœure pas ce commerçant-là, on le protège. Maintenant que les Hells, maintenant que la mafia ont perdu de l'influence, de la puissance, il y a des jeunes joueurs, des petits joueurs qui veulent prendre le marché. D'où cette épidémie d'extorsion et aussi d'incendie criminel. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est pour le contexte. Maintenant, le ministre de la Sécurité publique est sorti. Quand vous lancez un cocktail incendiaire dans un commerce et qu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, c'est un peu comme un arbre qui tombe dans la forêt.
il n'y a pas beaucoup d'attention du politique, pas beaucoup d'attention du public. Quand vous tuez 2 personnes, quand vous en blessez d'autres, d'un point de vue de business, c'est stupide de la part des criminels. Parce que là, soudainement, il n'y a pas 2 enquêteurs qui prennent le dossier puis qui le mettent en dessous de la pile. Il y a 32 enquêteurs présentement à Montréal avec beaucoup de ressources qui cherchent le cabochon qui a causé l'incendie dans le Vieux-Montréal. Il y a des images. On me dit qu'il y a même des images du gars se filmant mettant le feu. Donc, c'est le genre de situation que le milieu criminel n'aime pas, où il y a beaucoup d'attention, où le politique est interpellé, où le public est horrifié. Et peut-être que ça va sonner une certaine fin de la récréation, en tout cas je l'espère, parce que on a beau dire que dans le temps, ça marchait autrement, ça marchait peut-être plus drette quand, comme on dit en québécois, quand il y avait les Hells et quand il y avait la mafia, des extorsions semblables, mettez-vous à la place des commerçants, c'est quand même une taxe, un pizzo qui est assez lourd sur les états financiers. C'est pas souhaitable dans une société civilisée. Et on le sait, souvent, ces jours-ci, les groupes criminalisés ont recours à des adolescents pour commettre des gestes criminels, pour voler des voitures, pour justement cibler des commerces comme ça. On ne sait pas qui a fait ça. Mais on sait qu'il y a un gang criminalisé de Montréal qui a eu recours à des adolescents il y a quelques semaines pour aller faire peur aux Hells en Beauce. Et j'attire votre attention sur un fait divers qui s'est passé en France. Vous l'avez dans les journaux ici, très couvert dans les médias français. C'est un adolescent qui a été tué de 50 coups de couteau et brûlé vif à Marseille. Ceux qui ont commis ce meurtre-là, ce sont des adolescents. Il y a un autre homicide là, qui était lié à cette affaire-là, un jeune qui avait 14 ans. Donc, ce qu'on souligne, c'est qu'il y a en France, et on peut faire le lien avec ce qui se passe ici, un ultra-rajeunissement. Ce sont les termes des autorités là-bas, des auteurs et des victimes de crimes liés au trafic de la drogue. Donc, on le voit, il y a ce nouveau phénomène où on a recours à des ados pour plein de raisons. Et en France, là, je disais un peu sur ce fait divers, un peu comme ce qu'on voit ici, le recrutement se fait très directement, sans tabou, sur les réseaux sociaux. On a une job, ça paye tant. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message privé. On est dans cette époque-là. 7 octobre 2024, aujourd'hui. C'est une date qui est marquée d'un X rouge sur le calendrier des affaires internationales du Moyen-Orient aussi. Pourquoi? Bien parce qu'il y a un an, des terroristes du Hamas se rendaient en Israël. On réussit à passer le mur de Gaza et sont allés dans des villages israéliens pour commettre ce qu'on appelait, à une autre époque, un pogrom. C'est quoi un pogrom? Bien, un pogrom dans l'Empire russe, c'est quand il y a des villageois qui s'en prenaient à des Juifs dans leur village, ou qui allaient dans un village juif et on assassinait des gens, on détruisait des maisons. Donc, la haine des Juifs n'a pas commencé avec les nazis. Et là, ce pogrom-là, en Israël, c'est ce qui s'est passé il y a un an, le plus grand massacre de Juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on sous-estime à quel point les Israéliens ont été traumatisés par cet événement-là. 1200 morts, 250 otages, des scènes épouvantables. C'était pas juste de tuer des gens, on les massacrait, des femmes qui ont été violées, des bébés qui ont été massacrés. Ça a traumatisé les Israéliens et ça les a radicalisés. C'est un conflit qui est mondialisé, je le dis souvent, au moins au point de vue politique et idéologique. Et il y aura une marche aujourd'hui de Concordia, du campus de l'Université Concordia, celui de McGill. Je pense qu'il y en a peut-être une autre qui s'organise ce matin. Et comme beaucoup d'autres corps de police en Occident, le service de police de la Ville de Montréal est sur les dents. Fadi Daguerre, le chef de la police, va être avec nous. On va parler de ça en plus des incendies criminels. Mais j'attire votre attention sur un texte très équilibré dans la presse aujourd'hui, section débat. C'est un texte du professeur François Audet. François Audet est avec l'UQAM. Il est directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Et ce qu'il explique, c'est que le démantèlement du Hamas et la libération des otages, qui est le but d'Israël dans sa guerre à Gaza, bien, semble désormais n'être qu'un prétexte politique pour justifier une vengeance historique. Et le professeur Audet dit une pensée pour les civils, des deux côtés dans cette affaire-là. Il dit c'est un euphémisme de dire que cette guerre est clivante. Des pans complets
de l'histoire de l'humanité s'opposent et tentent de justifier leur massacre de part et d'autre. Chaque parti est persuadé d'avoir raison et est sourd aux arguments de l'autre. Le clivage va bien au-delà des zones de guerre. Et le clivage, selon François Audet, évidemment, c'est une évidence, là, est aussi présent chez nous, dans nos cabinets politiques, dans nos universités et dans nos quartiers. Mais dans tous les conflits documentés depuis le début de l'histoire de l'humanité, ce sont les civils qui sont les premières victimes. Et je sais qu'il y a la tendance de tomber dans une sorte de concurrence victimaire avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a des civils qui ont été massacrés en Israël, et je vois à la gauche de la gauche, dans les mouvements décolonialistes, dans les mouvements pro-palestiniens, des voix qui se réjouissent de ce qui s'est passé le 7 octobre. Je ne vois pas comment on peut se réjouir de ça. Et de la même façon, on voit aussi des voix qui se réjouissent en Israël de ce qui se passe à Gaza. Je lisais un texte dans la presse aujourd'hui d'un correspondant sur le terrain. Ça a radicalisé les Israéliens. Beaucoup de gens qui se fichent complètement de ce qui se passe là avec les civils là-bas. Jean-François Lépine va être avec nous un peu plus tard à l'émission, ainsi que le proche français d'otages israéliens, de victimes israéliennes du 7 octobre 2023. Dans la presse aujourd'hui, il y a un texte sur le Collège des médecins qui s'est promené un peu partout au Québec, dans des hôpitaux, dans des CHSLD, pour constater l'état des soins de santé. Et le portrait, pas besoin, ça va pas vous surprendre, là, est pas très reluisant. C'est un portrait percutant de la réalité qui est présenté par Maurice Gaudreau, qui est le président du Collège des médecins, qui s'est promené un peu partout, dans le Grand Nord québécois, pour aller voir comment ça se passe du côté des Inuits, sur la Côte-Nord. Et partout, le constat est le même. Les employés sont à bout, les employés sont épuisés. L'organisation des soins est déficiente. Il y a des bris de service un peu partout. Donc, c'est pas nouveau, mais ça met de la chair sur l'os. Ça montre que le système de santé, malgré les milliards qu'on y consacre, sont absolument en lambeaux. Et ça nous touche tous. Et là, ce que Maurice Gaudreau constate, c'est une médecine à deux vitesses, évidemment. Et là, vous irez lire ça, c'est dans la presse, c'est dans d'autres médias, le Collège des médecins qui va être en tournée aujourd'hui pour présenter le deuxième volet de ce rapport-là. Et cette nouvelle-là m'amène à une autre nouvelle, qui est en apparence sans lien. C'est celle du premier ministre qui, chaque jour, depuis quelques jours, martèle le clou des réfugiés au Québec. On le sait, il y a un problème. Il y a trop d'immigrants qui ont été admis par Ottawa au pays. Il y a beaucoup de réfugiés qui débarquent au Québec. Beaucoup plus de réfugiés s'établissent au Québec que notre poids démographique dans le Canada. C'est un problème. M. Legault a émis une idée que j'ai trouvée cruelle. Je ne suis pas le seul à l'avoir trouvée cruelle. Il y a 160 000 réfugiés au Québec. Il voudrait en prendre 80 000 de force pour les envoyer ailleurs. Il se lave les mains de cette idée-là. Il dit que c'est à Ottawa à le faire. D'un point de vue pratique, c'est quasiment impossible. D'un point de vue humain, c'est répréhensible, à mon avis. Il en parle tout le temps. Chaque jour, depuis quelques jours, M. Legault en parle, revient là-dessus. Et mon lien avec la nouvelle de la tournée du Collège des médecins pour constater le délabrement des services de santé au Québec, c'est le suivant. Plus François Legault parle d'immigration, plus il jette la lumière sur Ottawa, moins on parle des autres problèmes au Québec. Ça fait 6 ans ce mois-ci que M. Legault est premier ministre. Est-ce que les choses se sont à ce point améliorées si on compare au règne de Philippe Couillard? Je pense que la réponse est non. Il a tout intérêt, le premier ministre, à toujours parler d'immigration. Il sait que c'est un enjeu sensible, émotif. Il sait qu'Ottawa a sa part de responsabilité. Mais je pense qu'il faut faire un petit rappel quand même. Ça allait mal avant qu'on ait trop d'immigrants, avant qu'Ottawa admette trop d'immigrants. Ça allait mal en santé, ça allait mal dans le logement, ça allait mal dans nos écoles. La réponse, c'est la faute de l'immigration, pour parler en langage de Harry Potter. C'est pas une cape d'invisibilité, mais je pense que M. Legault, en parlant encore et encore et encore, je pense que c'est ce qu'il veut, une sorte de cape d'invisibilité politique. J'attire votre attention sur ce qui se passe en Floride. La Floride a été frappée, on le sait, par l'ouragan Hélène. Bien là, il y a un autre ouragan qui va frapper dans les prochains jours, l'ouragan Milton, et encore une fois, sur la côte ouest de la Floride. Et je rappelle que Hélène, ça a été l'ouragan le plus meurtrier depuis
Katrina. On reste sur le thème du climat, de la météo. Dans le Devoir, aujourd'hui, il y a un texte d'opinion de André Bélanger, qui est directeur de la Fondation Rivière. La Fondation Rivière vise à préserver nos cours d'eau au Québec, très active dans le débat public. Et là, M. Bélanger réagit à cette révision des cartes de zones inondables de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça a hurlé la semaine passée, ça va continuer à hurler. Beaucoup de maires qui sont en désaccord avec la façon dont on a délimité les nouvelles zones inondables. On a des craintes quant à la valeur des propriétés, quant à l'assurabilité des propriétés. Et on aurait voulu régler ça, disons, au cas par cas selon les municipalités. Ça, c'est une chose. Et André Bélanger dit, écoutez, tirez pas sur le messager. La rivière, au fond, elle va toujours reprendre son lit. Ce que le ministère de l'Environnement a fait, dans le fond, c'est tout simplement de constater des évidences. Les zones inondables sont de plus en plus inondées, de plus en plus à risque. Et même si on est fâché, la météo ne va pas changer. Toujours dans le Devoir, il y a ce texte qui nous parle des sous-sols. On a exploré l'enjeu des sous-sols. Est-ce que c'est une bonne idée d'aménager des sous-sols en 2024, surtout quand on est proche de zones inondables, quand notre résidence est située dans ce qu'on appelle une cuvette? Il y a eu des controverses à Montréal ces derniers temps, ailleurs au Québec, parce que l'administration municipale de Mme Plante a émis l'idée que dans certains endroits, peut-être mieux de condamner votre sous-sol. Ça a lancé une sorte de débat sur l'avenir des sous-sols. Vous irez lire ça, c'est intéressant. L'idée n'est pas de condamner tous les sous-sols au Québec. Sauf que quand vous développez de nouveaux quartiers, quand vous construisez de nouvelles habitations, aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un sous-sol? Quand on sait que les assureurs, après 2 sinistres, vont sans doute vous dire « on vous assure plus ». Là, vous vous retrouvez, sans mauvais jeu de mots, le bec à l'eau. OK, une autre nouvelle avant de partir. Seulement le quart des élèves sur les chantiers. On le sait, le gouvernement du Québec a ouvert un chantier pour faire former des gens pour travailler en construction. On a d'immenses besoins au Québec, on manque de main-d'œuvre. Et là, formation accélérée, formation rémunérée, ça a été présenté il y a 1 an, 750 $ par semaine. Il y a juste le quart de ces étudiants qui ont eu leur diplôme qui se ramassent sur des chantiers. Il y en a énormément, selon des témoignages qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, qui sont allés chercher la formation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils servent de la formation pour faire leur terrasse dans leur cours. Ils servent de leur formation pour faire des menus travaux, pour se lancer en business eux-mêmes. Donc, ça avait été décrié. Comment on va s'assurer que les gens qui ont recours à cette formation-là, fortement subventionnés, conditions avantageuses, vont se retrouver sur des chantiers? Ça a été signalé au gouvernement dans la dernière année. Là, on a des chiffres. 25 % des élèves qui ont pris ces cours-là qui se retrouvent en effet sur les chantiers. Toujours en construction. Portrait intéressant dans le Devoir. Vous voyez peut-être ça là, aux abords des gros chantiers. Il y a des panneaux qui indiquent Pomerleau. Pomerleau, c'est le nom d'une compagnie et c'est la plus grosse compagnie d'entrepreneuriat général au Québec. Les maîtres d'œuvre de chantiers majeurs, c'est Pomerleau. 9 des plus gros chantiers au Québec, c'est Pomerleau. Ça pose la question de la concurrence. Et dans cet article de Philippe Tessera-Lessard, il y a une entrevue avec Philippe Adam, qui est le PDG de Pomerleau, qui explique que, écoutez, nous, on est... je veux pas dire qu'on est dur en affaires, on est juste en affaires, parce qu'il y a quelques griefs de fournisseurs de Pomerleau qui disent, tu sais, des fois, on se fait squeezer pour ce qui est de nos coûts quand on présente nos factures. Moins de compétition, ça risque de coûter plus cher, mais en même temps, avoir des joueurs, des géants comme Pomerleau, c'est pas facile. Pomerleau semble avoir un bon modèle d'affaires. Il n'y a pas de scandale avec Pomerleau. On n'est pas de l'époque de SNC-Lavalin, sauf qu'il y a quand même des gens qui se disent un seul gros joueur comme ça, évidemment, ça va pas dans le sens de la concurrence. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. Mardi dernier, la députée étoile du Parti libéral du Québec, Marois Risky, a annoncé qu'elle terminerait son mandat, mais qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections. Elle est maman de 2 enfants. Ça a pesé très lourd dans sa décision. Elle est en studio. On l'accueille avec plaisir, ainsi que son conjoint, lui aussi député pour la circonscription de Jacques-Cartier pour le Parti libéral du Québec, Gregory Kelly. Madame Risky, Monsieur Kelly, bonjour. 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 Je commence avec vous, Madame Risky.
Ça faisait combien de temps que vous le saviez que vous n'alliez pas vous représenter? 6 juin, dès que j'ai tenu Abraham dans mes bras, OK. La réflexion était déjà entamée, mais ma décision définitive n'était pas encore prise. Dès que je l'ai pris, j'ai fait non. Là, l'histoire, c'est que quand j'arrive pour accoucher, j'accouche d'un bébé prématuré qui va faire 5 jours en soins intensifs. Puis Greg était à Québec. Il est arrivé 15 minutes littéralement avant qu'Abraham soit délivré. Puis j'ai fait ça n'a pas de bon sens. C'est un rythme de vie que je me suis imposé, mais que je ne veux pas imposer à ma famille. Je ne veux pas imposer ça à mes enfants, de toujours être à la course. Si moi j'ai une urgence, j'ai minimum 4 heures de route qui me séparent avec mes enfants. OK. Il y a, à l'annonce de votre retrait de la vie politique dans 2 ans, Mme Risky, il y a beaucoup de gens qui ont commenté sur le fait que la politique est dure pour les femmes. L'annonce survenait quelques jours après la sortie d'un livre de la journaliste Jocelyne Richer, justement sur le fait que la politique pour les femmes, c'est très dur. Ça s'appelle le sexe du pouvoir. Est-ce qu'il y a un niveau d'accommodement, un niveau d'encadrement, d'aide systémique que la politique aurait pu vous donner qui aurait mené à une décision différente? Peut-être, mais moi, ça n'a pas été mon cas. Puis, la difficulté, elle est double parce qu'on est 2 députés dans un même couple, ce qui est assez différent de plusieurs autres députés qui sont au sein de l'Assemblée nationale avec des jeunes enfants, avec des jeunes familles, qui sont capables de mieux s'organiser parce que l'autre conjoint peut rester à la maison. Moi, mon comté est à Saint-Laurent, à Montréal, mais mon lieu de travail est à Québec, au Parlement. Même chose pour Greg. Lui, c'est Jacques-Cartier, donc c'est dans le West Island. Donc, veux pas, j'ai de l'autoroute à faire à chaque fois. Là. Il y a des gens qui ont soulevé l'idée que peut-être, on aurait pu vous autoriser, on pourrait être plus accommodant sur le télétravail, par exemple, même pour voter. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Oui, si on avait, par exemple, juste le fait que durant mon retrait préventif. Il faut savoir que moi, j'avais 2 enfants jusqu'à peu près l'âge de 3 mois. J'en ai perdu un. J'ai pas eu le temps de faire de deuil là-dessus parce que mon rythme, c'est OK, tu vas à l'hôpital Sainte-Justine, dit Madame Risky, il y avait 2 battements de cœur, maintenant il y en a un. Ben, le lendemain, moi, j'étais à Québec. Comme si de rien n'était, il faut que j'embarque. Alors que, là, à un moment donné, mon médecin dit, là, Marois, t'arrêtes, tu ne peux plus faire des allers-retours, sinon tu vas perdre celui qui te reste. Alors là, j'avais pas de droit de vote à distance, je ne pouvais pas participer. Alors, je faisais mes activités plus en comté, mais avec le moins possible debout, le plus longtemps alité. Mais j'ai pas eu d'accommodement là-dessus, à savoir est-ce que je peux participer à distance aux prises de vote, aux prises de décision? Non. Mais ça aurait probablement influé votre décision si tel avait été le cas. Oui, ça m'aurait permis peut-être de dire je peux continuer à faire mon autre travail qui est de législatrice. Ouais. Et moi, j'en ai écrit des projets de loi, j'en ai déposé des projets de loi, j'ai fait cheminer des projets de loi importants au Québec, notamment avec Jean Boulet sur l'encadrement du travail des mineurs, l'obsolescence programmée avec Guy Ouellet, Simon-Jolin Barrette, un travail hyper important sur la qualité de l'air. Il y a quand même un projet de loi qui est sur la table qui n'a pas encore été appelé. Mais ce travail-là, je peux le faire comme législatrice avec la distance. J'ai pas besoin d'être au Parlement pour le faire. Mais malheureusement, cet accommodement-là a des limites pareilles. Parce que quand même, je sais que des fois, il faut que je fasse mon travail au Salon Bleu. La période de questions, ça reste une part importante de mon travail, ce qu'on appelle la reddition de comptes. Donc, moi, je suis un peu le chien de garde de l'action gouvernementale. Ça fait partie de ma définition de tâche. Là. OK. M. Kelly, je me tourne vers vous. Vous êtes le conjoint de Mme Risky. Vous aussi, député, quand votre épouse vous a dit « c'est terminé », votre première réaction, est-ce que ça a été d'essayer de la convaincre ou de dire « ah, je comprends ce que tu veux dire ». On a déjà eu plusieurs discussions sur le sujet. Alors, le moment qu'elle m'a regardé, je dis j'ai pris une décision, c'était final. La prochaine étape pour moi, c'est juste d'appuyer Marois. C'était tout simplement ça. On a eu des discussions, est-ce que ça peut marcher? Puis la conclusion qu'on arrivait à c'était vraiment qu'un de nos 2 doit quitter. C'est impossible pour nous 2 de rester en politique. Puis après ça, on a eu des discussions. Oui, j'ai dit, Marois, moi, je peux rester à la maison. Tu peux rester en politique. Si tu veux faire le course à la chefferie, je suis là pour toi. Mais moi, je ne peux pas rester en politique, c'est évident. Puis on a eu des discussions comme ça à la maison. Et finalement, Marois a pris une décision pour elle. Elle a dit, je veux rester à la maison. Je veux être plus proche à mes enfants. Greg, tu peux rester en politique. Alors, ça, c'est comment on a arrivé à la conclusion. Mais c'était pas juste une discussion qu'on a eue. Puis après, j'étais non, Marois, vraiment rester parce que j'ai déjà fait cette plaidoire-là dans le passé. Mais je reviens au livre de Jocelyne Richer. Oui.
Et ce que Mme Richer dit après avoir sondé des dizaines de politiciennes actives et qui ont été au Parlement, ce qu'elle dit, c'est les gars, généralement, ils n'ont pas cette préoccupation-là quand ils ont des enfants. Quand ils se font approcher pour aller en politique, ils vont dire oui, j'y vais, puis c'est entendu que madame s'en occupe. Là, vous allez, vous, le couple Kelly-Risky, être l'incarnation un peu de ce cliché-là. C'est madame qui a lâché la politique, c'est monsieur qui continue. C'est un peu comme... C'est ça. Je veux vous entendre sur ce cliché-là. Mais moi, je vais vous parler d'un autre cliché. Tout le monde parle du postpartum des femmes. On ne parle jamais du postpartum des hommes. Est-ce qu'ils en ont? Ben oui, en ont. Puis moi, j'ai la permission de Greg pour en parler, alors je vais en parler. Parce que moi, j'en ai pas eu de postpartum. Okay. Puis j'ai récupéré super rapidement. Puis à un moment donné, Greg a cassé. Puis ça, il y en a jamais parlé parce que c'est tellement tabou. Mais ça, c'est aussi un cliché. C'est les femmes qui vont avoir le postpartum, mais les hommes aussi peuvent en avoir. Puis moi, mon mari, mon homme, est important dans ma vie. C'est le père aussi de mes enfants. Alors, quand je prends ma décision, je la prends pour l'ensemble de ma famille. Mes enfants, mon mari, le bien-être total de ma famille. Parce que moi, plus petite, j'ai toujours rêvé d'avoir ce type de famille. Et là, je l'ai et c'est ce que j'ai de plus précieux. Vous l'avez? Puis je suis désolé d'entendre ça, Greg, que vous avez eu une sorte de blues postpartum. Vous allez mieux? Ça va mieux. C'était avec Gabriel. Puis c'était difficile. Après que Gabriel était né, c'était directement après des élections. C'était après que Marois a reçu des menaces de mort de quelqu'un. Oui. On a eu un bébé. C'est le premier bébé. Après ça, on a vécu tout le changement avec Dominic Anglade. Tout ça, c'était comme arrivé à la même temps. Gabriel n'a pas dormi, oui. Et Gabriel, on a perdu des élections aussi, puis Gabriel n'a pas dormi beaucoup. C'est un enfant qui a mangé chaque heure. Alors, on a aussi perdu notre maison parce que nous, où est-ce qu'on habitait? On était dans le Vieux-Montréal, il est arrivé un événement, puis on a dû, en plein milieu de la nuit, à 3 h du matin, c'est les pompiers qui nous ont évacués, tout le monde dans notre bâtisse, allez-vous-en. Là, puis, donc, ça a été beaucoup. Puis quand on est en politique, votre vie personnelle doit être un peu sur pause parce que vous devez vous occuper du reste du monde. Ouais. Là, vous l'avez mentionné, votre chum va rester en politique. Mm-hmm. Mais là, Mme Risky, cette famille-là que vous voulez, dont vous avez rêvé, je veux dire, vous avez un chum qui va être 4 jours par semaine à Québec, qui va faire exactement ce que vous faisiez. Allez-vous demander à ce qu'il revienne à la maison à un moment donné? Ben, moi, qui quitte la politique lui-même. Si vous ne l'avez pas encore compris, mais moi, je suis une Germaine. Alors, j'ai compris. Moi, j'aime beaucoup. Puis j'aime ça comme ça. Nous, est-ce qu'on habite? Parce que dans tout ça, on a aussi réfléchi. Est-ce qu'on déménage à Québec? Oui. On s'est dit, nous, notre réseau familial, on habite à Beaconsfield, dans le comté de Greg. Les parents de Greg sont vraiment à côté, sa sœur aussi. Il y a un réseau pour vous appuyer. On a un réseau familial. Ma mère n'est pas trop loin. Elle est encore dans Hochelaga. C'est un peu plus compliqué parce que vous savez que le trafic. Mais bon, alors une fois que j'ai dit ça, on va voir, évidemment. C'est toujours une question de s'adapter face à de nouvelles situations. Je suis aussi un enfant d'un député. Mon Donc, père ça fait était longtemps député, que vous connaissez ça. Exactement. Alors, Jeffrey Kelly. Oui, mon père Jeffrey Kelly était député pour 20 ans, un peu plus que 20 ans, 25 ans. Puis, alors moi, je sais que c'est très important pour un père de toujours être le plus présent que possible, quand même, s'ils sont au Québec. Puis moi, je rappelle toujours, prendre le téléphone parce qu'on n'a pas eu des Blueberry, le Bluetooth encore et tout ça, puis l'iPhone. Mon père était toujours disponible de prendre l'appel pour aider nous avec nos devoirs et tout ça. Mon père était toujours très, très présent. C'est pas facile, mais quand même, je sais que la famille demeure toujours très, très, très importante. Oui, ces messages de Jean Charest qui a toujours répété à tous ses députés, quand même, à tous les militants, la famille en premier, c'est toujours important. Trouver l'équilibre. Puis on va le faire. Ça va être pas facile, mais on va le faire. Mais Jeffrey Kelly et Marois Risky, je vous écoute, puis la conclusion, là, si je me mets à la place d'un jeune couple dont un des membres veut aller en politique, qui a des jeunes enfants ou qui pense en avoir, la conclusion, c'est pas une bonne idée. C'est que ça va être une série de beaucoup de conditionnels. Vous allez avoir des événements, vous allez dire oui, peut-être. À un moment donné, je parlais avec mon beau-père Jeff, ils étaient en vacances, puis il est arrivé un événement, il a fallu qu'ils reviennent au Québec. C'est ça la politique, c'est un service public. C'est une fonction qui mérite tout son respect, mais il faut faire les sacrifices qui viennent avec. Alors, il faut être prêt dans toute l'équipe familiale de se dire, ça ne sera pas parfait tout le temps. Il va y avoir des beaux moments, il va y avoir des moments intenses, mais ce service public que moi, j'ai
j'adore. J'ai adoré, mais j'adore encore. Mais présentement, je ne recommanderais pas quelqu'un qui veut participer à toutes les activités de ses enfants de faire le soir en politique si ce n'est pas la politique de proximité. Si, par exemple, vous êtes à Québec puis que votre comté est à Québec, ça se fait un peu mieux. Je ne dirais pas que ça se fait très bien, ça se fait un peu mieux. Parce que Geneviève Guilbeault a témoigné de son expérience. Elle a dit, moi, j'ai réussi à le faire. Mais elle est députée dans la région de Québec. Pour elle, le Parlement, c'est à l'autre bout du boulevard. C'est sûr. Et c'est plus facile. Moi, je pense pas que quand même 2 députés à Québec sont peut-être capables de quand même rester en politique. Parce que quand même, l'horaire à l'Assemblée nationale, on termine très tard les soirées. C'est pas facile. On est vraiment là à l'Assemblée nationale de 6 h le matin jusqu'à 7 h, 8 h le soir. Alors, c'est difficile, mais quand même, oui, ça aide beaucoup si vous êtes dans la grande région du Québec, d'avoir la capacité de retourner à la maison peut-être pour un petit bloc. C'est sûr que c'est plus facile pour eux autres que pour mon collègue André Fortin qui descend chaque semaine de la Pontiac. Là, ça de l'ouest de l'Outaouais. Exactement. Ou les députés qui viennent jouer à l'Arsenault, qui prennent le vol chaque semaine des îles de Madeleine. Là, c'est des circonstances pour plein de députés en région que c'est pas facile cet aller-retour chaque semaine. Madame Risky, vous avez dit quelque chose qui était surprenant. Bernard Drinville l'a confirmé à ce micro, mais quand vous étiez en réflexion, vous l'avez appelé. Oui. C'est votre adversaire politique. Pourquoi? Ben, c'est mon vis-à-vis politique. Ben, en fait, c'est que je voulais prendre un café avec lui le 15 juin. On devait se parler le 15 juin et je devais accoucher vers le 6 juillet. Finalement, j'ai accouché le 6 juin. Alors là, Bernard me texte, il me dit « Est-ce qu'on prend toujours notre café? » Puis là, il savait que c'était non. Puis quand je l'ai appelé, je disais « Ce ne sera pas nécessaire, finalement, notre café. » J'ai pris ma décision, Bernard. Okay. Mais Bernard a été très bon. Il a été dans la confidence depuis le mois de juillet. Non, mais il a été très, très bon de garder la confidence parce que j'ai posé la question. Bernard, quand tu as quitté la politique à un moment donné, est-ce que tu as regretté? Il m'a dit rapidement non. C'était vraiment un moment charnière avec ma famille. C'était important pour moi. J'avais des circonstances particulières, mais il n'a pas regretté d'avoir choisi sa famille. Ça m'a réjoui d'apprendre cette anecdote-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on regarde la vie politique, souvent, le prisme, c'est la période de questions où vous vous arrachez les cheveux, vous vous lancez des tomates. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de rassurant que le ministre que vous êtes chargé de talonner, ben, vous tendez la main pour avoir son expérience comme ça dans la confidence. Mais ça Bernard, vous humanise, les politiciens, quand Bernard vous faites ça. et moi, on a une relation assez particulière parce que c'est sûr que dans l'étude d'État, la période des questions, c'est assez intense, là, mais après ça, non. On a vu que j'avais l'air très malade. Il m'a dit Maman, t'as pas l'air bien. Il a vraiment porté un pot de miel. Finalement, c'est Greg qui l'a pris au complet. Il a fallu qu'on en ramène un deuxième. Mais en donné, je suis en étude détaillée. Greg me texte parce que Gabriel est malade, vomi partout dans l'auto. Là, je regarde, partout, et là, Bernard voit mon visage que je fais, OK, Gabriel est très malade. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Marois? Puis je montre la photo que Greg vient de m'envoyer. Il dit, non, va-t'en tout de suite, on va suspendre, prends ton temps. Il m'a laissé retourner rapidement de l'autre côté de où est-ce qu'il y a la halte garderie pour voir mon fils. Puis il m'a dit, prends ton temps, on va reprendre quand tu seras prête. Alors, merci, Bernard. Et on a notre famille politique, mais on a aussi notre famille parlementaire. On est souvent avec les députés des autres partis. Regardez avant la période des questions. Il y a une bonne 5 à 10 minutes où tous les députés sont dans la salon bleu, maintenant la salon rouge. Puis on est capable de jaser avec nos amis, nos voisins à côté. Moi, souvent, j'allais parler avec Gabriel Nadeau-Dubois pour juste voir comment ça va. C'est notre jeune père qui, je sais, c'est probablement pas facile pour lui d'être à Québec et pas avec ses enfants. Ou quand même, j'aime aller parler avec Luc Provincial, le député caquiste de Lebos, ou Samuel Poulain. C'est comme, parce qu'on est souvent en commission ensemble, puis il y a beaucoup des pauses. Alors, on se connaît très bien. Et ça, c'est la réalité aussi. Il y a la joute politique. Mais en même temps, on est tous des collègues. C'est rassurant de voir qu'on n'est pas dans un niveau de rivalité et d'intensité comme ce qu'on peut voir aux États-Unis où les démocrates républicains sont même pas capables de se parler. Mais la journée que j'ai fait mon annonce, Caroline Proulx est venue me voir, larmes aux yeux. Sonia Lebel aussi, André Laforêt, Isabelle Charret et toutes ces femmes ministres ont dit « On te comprend tellement. Ces moments-là, Marois, avec tes enfants, ne reviendront pas. » C'était très sincère. C'était pas « Tant mieux, tu seras plus à la période de questions ». C'était sincère, des gros câlins. Charlie Dorismont aussi. Puis évidemment, ma propre famille politique. Et Simon Jolin Barrette. Je tiens à le dire.
quand il y a eu l'enjeu à savoir, lors de ma première grossesse, si je commettais une infraction en vertu du code de déontologie des députés, à savoir que j'allais être absente après avoir donné naissance, pour s'assurer que, justement, il était faire une modification pour écrire noir sur blanc que donner naissance ou adopter est un motif raisonnable d'être absent du Parlement. Alors, c'est grâce à lui que, finalement, j'ai pas été tapée sur les doigts d'une absence de 3 semaines, je tiens à le dire. OK. Marois Risky, Greg Kelly, merci d'être venu nous voir en studio. Je vais vous laisser retourner à vos enfants qui sont en régie parce que, mais je dois le dire, là, je pense que vous allez faire des malheureux, malheureuses parce que l'équipe, tantôt, il y avait quelqu'un, c'est Catherine Brisson, je pense qu'elle a été étendue au sol à la hauteur du bébé, du plus jeune. C'est très beau à voir. Et Greg, en terminant, c'est Marois qui l'a dit. Je suis une germaine. Fait que en 2026, bonne chance parce qu'il va y avoir beaucoup de temps pour vous gérer puis vous mener. Merci à vous deux. Merci. Marois Risky et Gregory Kelly, tous deux députés du Parti libéral du Québec. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Je me tourne maintenant justement vers Fadi Daguerre, chef du service de police de la Ville de Montréal, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée où il y a beaucoup de services de police un peu partout dans le monde qui sont sur les dents, parce qu'on est le 7 octobre et il y a un an, des terroristes du Hamas faisaient une incursion en Israël, commettaient un massacre épouvantable, 1200 personnes. Ça a lancé un cycle de violence au Moyen-Orient qui est ahurissant, notamment à Gaza. Donc, Fadi Daguerre est au bout du fil. Monsieur Daguerre, bonjour. Bon matin, M. Lagacé. Donc, ça fait... quels sont les préparatifs du SPVM? Qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui? Bien, écoutez, on surveille ce qu'on sait, ce qu'on connaît, puis on est même à des endroits où on peut être surpris. Donc, on essaie de voir tout ce qui est imprédictible, tout ce qui est ponctuel, déjà prévu. Donc, on a des services d'ordre déjà de planifier aux alentours des universités, aux alentours de certains quartiers. La présence policière, elle est là. Le centre de commandement est ouvert. On a plusieurs unités en uniforme et en civil qui sont présents sur le terrain, justement pour essayer d'anticiper de certains enjeux. Comme vous avez pu le voir, samedi, on a eu une grande manifestation de 4 000 à 5 000 personnes. Elle s'est bien déroulée, somme toute. On ne sait pas à quoi s'attendre de bien précis aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a multiplié le nombre de policiers. On a augmenté considérablement le nombre de policiers sur le terrain, un peu partout. OK. Je sais qu'il y a une protection accrue pour les lieux de culte juifs et musulmans, mais si on regarde les statistiques, ce sont depuis un an et quelques les symboles juifs qui sont davantage ciblés. On a beau dire qu'on va protéger qu'on surveille les sites des deux communautés, quand même, il y a un risque de violence accru qui concerne les Juifs. Mais effectivement, la communauté juive rapporte beaucoup plus. Il faut faire attention de ne pas sauter aux conclusions trop rapidement, parce que les communautés arabo-musulmanes rapportent beaucoup moins. Donc, ça ne veut pas dire que l'une est moins visée que l'autre. Ça veut dire, par contre, qu'on a une communauté qui est vraiment plus verbale, dénonce et rapporte, ce qui est très encourageant. Donc, oui, effectivement, on a eu beaucoup d'événements antisémites puis qui touchaient la communauté juive. Donc, la présence va être d'un côté comme de l'autre, mais toujours en s'assurant de vraiment suivre une ligne directrice d'une neutralité de part et d'autre. Il y a beaucoup de membres de la communauté juive qui s'étonnent de voir une célébration des massacres d'il y a un an. Est-ce qu'il y a de ces célébrations qui tombent sous le coup du code criminel qui pourrait être considéré comme de la propagande haineuse? Bien, pour l'instant, je ne peux pas vraiment prononcer là-dessus. Ce que je peux vous dire que moi, comme chef de police, puis Montréal, pour moi, m'est cher, elle m'est très cher, c'est un endroit de paix. Justement, on veut garder une certaine paix, une sérénité sur notre ville. Je suis un peu surpris, même je vous dirais un peu abasourdi qu'on célèbre une journée comme celle-là. C'est plutôt le recueillement qu'on devrait avoir mis de l'avant. Mais bon, ça, c'est mon opinion. OK, on se croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de débordement ou de violence là, en cette journée bien spéciale. Oui, je pense que c'est important qu'il n'y en ait pas parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans l'invisible qui travaillent d'arrache-pied pour que la paix règne à Montréal. Et ces gens-là méritent que ça puisse se passer de manière que tout le monde puisse s'exprimer, par contre, dans le respect des lois qu'on a au Canada.
Je vous entraîne sur un autre terrain, tandis que je vous ai au bout du fil, M. Daguerre. Il y a une série d'incendies criminels là, qui se déroulent à Montréal et il y a un de ces incendies criminels qui a dégénéré avec la mort de 2 personnes, d'autres personnes qui ont été blessées dans le vieux Montréal. On dit que tout ça est lié à un système d'extorsion. Pourriez-vous expliquer aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers avec le lexique, là, c'est quoi de l'extorsion quand ça finit avec un cocktail Molotov? Bon, avant tout, je veux pas faire de lien direct avec ce qui se dit présentement dans le public, que l'incendie est un lien avec l'extorsion. On est en pleine enquête. Mais si vous voulez que je vous explique l'extorsion, c'est un genre de loyer que des criminels demandent à un propriétaire d'un commerce de devoir payer un genre de taxe. Sinon, il va être menacé. Sinon, il va avoir des cocktails Molotov. Sinon, ils vont l'intimider à travers des actes criminels à son égard, à son établissement. Et c'est un peu ça. C'est vraiment faire en sorte que les personnes payent un loyer, un dû à ce crime organisé-là. Le pizzo, exactement. Et ça, c'était quelque chose qui avait été instauré dans les années 70-80 au niveau de la mafia plus italienne. Après ça, il y a eu un shift avec d'autres crimes organisés, d'autres groupes de crimes organisés. Puis effectivement, l'émergence de nouveaux crimes, de nouveaux criminels au niveau du crime organisé et le manque de leadership d'un groupe criminel majoritaire fait en sorte que ça se multiplie par différentes personnes qui utilisent ce genre de méthode-là. C'est quoi votre recommandation à un commerçant, un tenancier de bar, propriétaire de restaurant, qui reçoit la visite de bandits qui lui disent « tu vas payer ». Mais il faut justement surtout pas qu'il tombe dans le panneau, dans ce piège. Je sais que c'est extrêmement stressant, c'est extrêmement difficile de vouloir résister parce qu'ils ont peur, ça je le comprends très bien, mais en termes d'enquête, nous on a absolument besoin qu'ils rapportent ce genre d'approche, parfois subtile, parfois sous-entendu, parce qu'on peut faire plein de liens de modus operandi avec différents autres événements, et du coup, lui, il ne sait pas, mais on a une série d'enquêtes qui se suivent et qui se ressemblent, et du coup, on peut arrêter la personne. Donc, j'encourage énormément qu'ils portent plainte. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir tout de suite. C'est ça qui est extrêmement frustrant pour eux. Durant cette période d'enquête, ils vivent une peur, une anxiété, mais à la fin, on aboutit. On aboutit presque tout le temps dans nos enquêtes, mais ça prend un peu de temps quand même. OK, je vous entraîne sur un autre sujet, chef Daguerre. Il y a cette décision du tribunal qui est tombée sur le profilage racial. La Ville de Montréal va payer et lance un appel partiel de cette décision qui touche le service de police de la Ville de Montréal. Donc, il y a le côté financier, le côté politique. Au chapitre des opérations, est-ce que les directives aux policiers vont changer dans la foulée de cette décision historique sur le profilage racial? Oui, la directive sur l'interpellation policière est en révision présentement. On travaille autant à l'interne qu'à l'externe. Puis, je vais être franc avec vous, j'ai même rencontré la Ligue des Noirs tout récemment. Qui était vraiment plaignante là, dans cette affaire-là. C'était elle qui était la plaignante. Puis, exactement pour voir avec eux, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez, vous vous attendez à quoi exactement de notre part? Puis, ça va peut-être vous surprendre, ça va peut-être surprendre les gens qui nous écoutent, mais la Ligue des Noirs, lorsque j'ai rencontré récemment, ne demande pas un moratoire. Ils ne sont même pas contre l'interpellation en soi. En revanche, ce qu'ils demandent, c'est que l'honnête citoyen racisé cesse d'être interpellé à répétition sans motif valable. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que les rares policiers qui font des dommages dans les communautés par un profilage racial systématique cessent de le faire immédiatement. Et ce qu'ils demandent aussi, c'est que la police elle-même ne soit pas au-dessus des lois et qu'à minima, un contrôle global des interpellations soit effectué pour s'assurer qu'elle soit faite conformément à la loi. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que depuis le début, j'arrête pas de dire, c'est pas l'outil l'enjeu, c'est plutôt la pratique de cet outil-là. Et là-dessus, vous pouvez compter sur nous qu'on va s'assurer que les droits soient respectés, qu'il y ait une garantie pour ces gens-là et qu'on puisse resserrer la pratique de cette politique d'interpellation. Une fois ça dit, Monsieur Lagacé, c'est important de retenir que le SPVM est encore une fois, bon, il est visé, c'est normal, c'est parce qu'on a des pouvoirs extraordinaires, puis il faut savoir bien les utiliser avec vraiment grande prudence, mais on est les premiers à avoir mis une politique en place d'interpellation. Elle n'est pas parfaite, elle est en évolution. On est les premiers à avoir formé nos unités de 911 parce qu'on a beaucoup d'appels qui sont profilés par les citoyens eux-mêmes. Et qu'on se les dise, on va dire des vraies choses.
Le profilage racial, c'est une manière d'avoir une autorité sur quelqu'un. La police a une autorité sur quelqu'un, puis il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dedans. Je vous écoute, chef Daguerre, là, et j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec les conclusions du tribunal qui a donné raison à la Ligue des Noirs pour sanctionner le SPVM pour profilage racial. Non, dans cet appel-là que la Ville a fait, elle l'a fait par rapport à certains calculs qu'ils ont fait. Oui, mais sur le fond, êtes-vous d'accord? Mais sur le fond, je ne peux pas être contre. Depuis le début, j'ai dit que je reconnais le profilage racial systémique ou le racisme systémique. Je ne peux pas être contre ça. Je ne peux pas être contre le fait de dire qu'on a certaines interpellations qui sont mal faites. Sinon, je reviserai pas la politique en elle-même. Mais il y a des excellents coups. Il y a des excellents coups qui sont faits par les policiers et policières sur le terrain, justement grâce à l'interpellation. Dans un moment de violence armée, et dans un moment où vous parlez tantôt des cocktails de Molotov, dans un moment où j'ai besoin de pouvoir interpeller des personnes pour des enjeux criminels, ou d'identifier minimalement quelqu'un, mais c'est important de garder cet outil-là, c'est pas le moment de le perdre, mais par contre, il faut bien l'utiliser. Merci d'avoir été avec nous, chef Daguerre. Bonne journée. On se croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de dérapage aujourd'hui dans les manifs. Oui, on l'espère grandement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Fadi Daguerre, le chef du service de police de la Ville de Montréal. Yannick, après des mois d'attente, enfin, la vraie saison du hockey est à portée de main. Oui, tout à fait, pour le Canadien qui va commencer ça mercredi avec la visite des Maple Leafs de Toronto. La saison de la Ligue nationale est déjà commencée parce qu'il y a eu 2 matchs du côté de la Tchéquie entre les Devils et les Sabres de Buffalo en fin de semaine. 2 matchs remportés par les Devils. Et véritablement, demain, ça commence dans la Ligue nationale, mais l'ouverture locale du Canadien, c'est mercredi ici à Montréal. Et on va s'entretenir avec celui qui va entreprendre sa première saison comme gardien numéro 1 dans la Ligue nationale. Samuel Montembeault est avec nous ce matin. Salut Samuel. Salut les gars. Samuel, d'abord, comment tu te sens avec ce statut de celui sur qui repose une bonne partie des succès du Canadien cette année? Là, je me sens bien. Je pense que durant le camp, plus les jours avançaient, mieux je me sentais. C'est sûr, probablement être très nerveux mercredi avant le match d'ouverture. Mais ça va être un bon stress. Puis on est très excités avant le début de la saison. Un bon stress, puis on voit là, que tu prends ton gaz égal, Samuel. Sauf que, quand même, gardien partant du Canadien de Montréal, j'ai peine à croire que ça te fait pas un petit velours. Oui, c'est sûr, j'aime ça. Ça fait longtemps aussi qu'il y a peu nécessairement un gardien québécois en ce rôle-là. Mais c'est sûr que j'ai des grands souliers à chausser, mais je vais essayer de travailler fort, faire mon possible aussi pour aider l'équipe à gagner le plus de matchs possible. Samuel, tu n'as pas eu un camp d'entraînement trop chargé en termes de minutes jouées dans les matchs préparatoires. Tu n'as eu qu'un seul départ, celui de samedi contre les Sénateurs. Es-tu satisfait de ton travail dans l'ensemble de ces minutes jouées? Je pense que oui. C'est sûr, nous, on voulait y aller vraiment progressif là, avec l'entraîneur gardien, de jouer un peu plus de minutes à chaque match. Puis, non, je pense que, comme j'ai dit, je me sentais de mieux en mieux. Les 2 premiers matchs ont bien été. Là, dans les matchs samedi aussi, c'est peut-être au niveau des statistiques, l'efficacité, c'est peut-être pas les meilleurs, mais je me sentais tout de même bien côté énergie. Puis, les lancers directs, je pense que j'ai quand même fait des bons arrêts. Donc, il va rester encore 2 jours de travail pour être prêt pour la saison. Mais si peu de minutes jouées dans un camp d'entraînement, Samuel, est-ce que c'est suffisant pour retrouver la forme en vue du début de la saison? Je pense que oui. C'est sûr, des fois, les situations comme les désavantages numériques, c'est plus dur à travailler dans les pratiques, mais on fait beaucoup de répétitions avec l'entraîneur de gardien ici à l'Arena chaque jour. Donc, on voit beaucoup de rondelles, puis on fait beaucoup de mouvements. Puis ça, c'est ce qui nous permet aussi de retrouver le but des matchs. Écoute, tu t'es entraîné cet été avec un programme quand même assez particulier, cognitif, axé autour de tes yeux et de ton GPS interne. Explique-nous un peu en quoi consistait cette nouvelle façon de faire qui mettait en pratique ton équilibre et ta vision. Oui, mais c'était vraiment pour travailler les yeux. On a fait beaucoup d'exercices. On avait comme une machine un peu d'astronaute, on peut dire, qui me chéguait dans toutes les directions. Puis en même temps, il fallait que je pointe des cibles avec un laser. Donc, ça me permettait de... je me faisais chéguer dans toutes les directions, de pouvoir quand même rester focus puis de savoir être capable de m'orienter pour être capable de frapper les cibles aussi. On a fait évidemment beaucoup de balance, soit un petit matelas, des choses comme ça, pour quand j'ai les yeux fermés ou pour vraiment améliorer tout mon balance. Puis on a fait vraiment beaucoup d'exercices puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était très le fun cet été. As-tu senti une différence au camp?
Oui, ben je trouve qu'il y a des différences avec les lancers directement, ou je trouve aussi que c'est ce qui me permet même pas d'une passe derrière le filet qui arrive en avant du filet pour un titre réception, des choses comme ça. C'est vraiment de bouger ma tête rapidement, remettre les yeux dessus. Je pense que je trouve qu'il y a une amélioration. Écoute, on le disait tantôt, ça commence mercredi avec la visite des Maple Leafs de Toronto. Déjà, vous avez un calendrier passablement chargé pour commencer l'année. C'est 3 en 4, c'est 4 rencontres en 6 jours. As-tu déjà une idée du plan qu'Éric Raymond a mis sur pied pour toi et Cayden Primo dans le partage des tâches en ce début de saison? Non, on n'en a pas parlé encore. Évidemment, nos 2 premiers matchs, c'est des back-to-back. Et donc, c'est probablement sûr qu'on va faire chacun un match, en plus que c'est à la maison puis ensuite sur la route. Mais pour les 2 matchs suivants, là, on n'en a pas parlé encore. Ton maximum de matchs joués dans la Ligue nationale, Samuel, c'est 41. Là, est-ce que tu sais si le partage va être très différent dans le sens où tu vas en garder 50, Cayden va en avoir 30 ou 50-25? C'est quoi la proportion qu'on vise pour la saison au grand complet? Oui, mais encore la même chose, on n'en a pas parlé encore du plan à long terme. On va vraiment, je pense, y aller à un match à la fois. Puis c'est sûr, ça aurait peut-être l'objectif 50, mais comme j'ai dit, là, il n'y a vraiment aucun plan de cet été encore. OK, il faut que je te parle de la blessure à Patrick Laine. On en a beaucoup parlé depuis la semaine dernière. Il y avait beaucoup d'espoir avec sa venue avec le Canadien. Dis-nous l'effet que cette blessure a eu sur le moral des troupes. Est-ce qu'il y en a eu un effet? Oui, c'est sûr, tout le monde était déçu. Je pense que même que ce soit nous, les partisans, on était tous très excités avec la venue de ce joueur-là. C'était vraiment un gars qui peut faire la différence dans un match, un gars qui est capable de marquer beaucoup de buts. Donc, c'est ça, on est très déçus, mais en même temps, on est un groupe qui est tout enthousiaste ici, fait qu'on essaie de pas trop y penser, puis on essaie de se concentrer sur nous-mêmes, puis de vraiment faire le meilleur qu'on peut avec l'effectif qu'on a. Je sais que la direction parle du mix, mais toi, c'est-tu le mix ou les séries que tu vises pour cette année? Ben, c'est sûr, les séries, ça serait encore mieux. Puis, mais on va être dans le mix jusqu'au mois de mars-avril, jouer des matchs importants à la fin. C'est des matchs qui sont le plus fun à jouer. Donc, évidemment, on va être là à la fin. OK, Samuel, merci beaucoup de ta participation. Bon début de saison, Samuel. Merci. Merci beaucoup. Salut, bonne année. C'était le gardien de but partant du Canadien, Samuel Montembeault. Oui, puis il va avoir une pression quand même parce que, tu sais, regarde juste dans l'histoire du Canadien les gardiens qu'on a eus, là. Patrick Roy, Ken Dryden, Jacques Plante, Carey Price, le plus récent. Tu sais, il l'a dit, je vais être nerveux. Steve Penney. Peut-être, oui, Steve Penney était là, mais disons que sans manquer de respect à Steve Penney, faisait pas partie de ce mais faisait pas partie de ce groupe élite dont je te parlais. Mais écoute, c'est sûr qu'il va avoir une pression, puis c'est sûr que veut pas. Il fait partie des points d'interrogation parce qu'il n'a jamais été gardien numéro 1 dans la Ligue nationale. Ça commence mercredi à Montréal ou à Québec? Mercredi à Montréal. Parfait. À Montréal, oui. Voici Patrick Lagacé. C'est la biographie dont tout le monde parle. D. Turcotte et fils de Danny Turcotte, mon histoire. Salut, Danny. Salut. Écoute, j'ai lu ton livre qui est vraiment une fenêtre sur ton cœur, sur ta vie. Absolument. Je me rappelle quand je lisais le magazine le lundi, les entrevues étaient toujours décrites comme à cœur ouvert. C'est vraiment à cœur ouvert. Tu étais à Tout le monde en parle hier. Tu as eu un clash avec ton ancien animateur Guillaume Lepage. Tu as, dans ce livre, des griefs face à l'équipe par rapport à tes dernières années. Je me demandais, après l'émission, comment ça s'est passé quand tu étais allé en coulisses? Ben, d'abord, j'ai aimé l'entrevue. Je trouvais ça normal qu'il y ait une réaction parce que j'étais un peu muet à cette époque-là. Ça fait qu'ils ont vraiment sursauté en lisant mon feeling réel de l'époque. Ben, on s'est pas revu après l'entrevue, honnêtement. ça me donne des hum-hum. Mais on s'est pas revu après l'entrevue, donc je sais pas exactement leur feeling. Moi, j'ai le mien. Je me suis senti un peu, c'est sûr, attaqué, mais en même temps, je peux comprendre parce que... toi-même, dans le livre, tu les attaquais, entre guillemets. Ben, je les attaquais. Je dis que je me suis senti seul sur mon petit banc dans la dernière année où je souffrais énormément parce que c'était la pandémie. C'était une période difficile pour toute la société au complet. Puis mon rôle devenait complètement désuet. Il ne servait plus à rien parce que tout était sérieux, tout était sur la pandémie, les vaccins et tout. Faire des blagues là-dessus, c'est difficile. Fait que
je me suis senti abandonné. Puis j'ai senti que j'avais pas d'aide. C'est tout simplement ça. J'aurais eu besoin d'aide. J'aurais eu besoin des ressources humaines qui m'auraient aidé à ce moment-là pour survivre à cette... parce que je recevais beaucoup de bêtises en ligne aussi. Sur les bêtises en ligne, moi, je te regardais aller dans les dernières années, tout le monde en parle. Puis je dois te dire, je plaide coupable. Là. Moi aussi, j'ai été sur les réseaux sociaux. Puis j'ai eu ce qu'on appelait des tweet fights. Ouais, ben c'était l'époque des tweet fights. Mais je trouvais que tu accordais beaucoup d'importance à ce que des gens très peu connus, même des inconnus, disaient. Tu les retweetais, tu commentais, tu t'obstinais avec eux. Pourquoi t'accordais autant d'importance? Ben souvent, là, ce que je retweetais, c'était des propos homophobes. Je voulais juste mettre la lumière sur ces propos-là pour que les gens sachent que ça existe. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on vit dans un monde de licorne, que tout le monde est ouvert d'esprit, que tout va bien. Mais c'est pas vrai. Des fois, je recevais des choses qui me faisaient sursauter, puis je disais, il faut que je mette la lumière sur ce commentaire-là pour que les gens sachent qu'il y a encore des dinosaures, ils sont pas tous disparus. Je sentais que ça t'atteignait. Puis tu sais, tu dis les commentaires homophobes, puis écoute, Danny, je suis pas retourné dans les archives de Twitter, là, mais c'était pas que des insultes homophobes auxquelles tu répondais. Des fois, les gens disaient que tu étais insignifiant, puis je me rappelle que tu répondais, par exemple. Mais je reviens à ma question. Oui. Outre l'homophobie, là, pourquoi t'accordais autant d'importance? Ce qu'ils se disaient sur les réseaux sociaux. J'ai peut-être une sensibilité plus grande puis que ça m'affectait vraiment. Puis j'en ai tellement reçu qu'à un moment donné, je suis peut-être devenu un peu incontrôlable là-dessus, c'est possible. Puis c'est très humain aussi, c'est une façon... Tu sais, quand on se fait dire des bêtises, on retient juste les mauvaises choses. On se fait dire plein de belles choses puis on les retient pas. Ça, c'est vrai. Une seule personne va te dire que t'es un trou de cul puis tu vas finir par penser que t'es un trou de cul. Fait que c'est ça, c'est tout simplement le côté humain que j'ai qui était... ma sensibilité qui est peut-être trop grande pour ce rôle-là aussi, ou que j'ai fait quand même pendant 17 ans. Non, mais c'est vrai. Mais tu as commencé à une autre époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui. Mais c'est la réflexion que je me suis faite en lisant ton livre. T'es un gars hypersensible qui se cache derrière un humour qui peut être un peu vache. Oui, absolument. Mais dans le livre, je ne parle pas que de Tout le monde en parle. Absolument. Je pense que c'est très important de le dire parce que c'est comme juste 50 pages sur 350 pages. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent peut-être expliquer mes comportements aussi. Et OK, pourquoi tu as senti le besoin d'écrire ce livre-là et de raconter plein de pans de ta vie extrêmement intime, l'enfance, la relation avec ton père qui n'a pas été toujours facile, la relation avec des conjoints, c'est extrêmement intime, c'est beaucoup de dévoilement. Ben, j'avais le goût d'écrire depuis longtemps. Je cherchais un sujet. J'avais le goût de me lancer dans l'écriture. Je me disais, Puis là, à un moment donné, j'ai lu la biographie de Stéphane Rousseau. Et il a le même âge que moi. Puis là, ça m'a comme allumé quelque chose. J'ai dit, moi aussi, j'ai un parcours particulier. J'ai une enfance particulière. Puis ça me ferait peut-être du bien de l'écrire, de le coucher sur papier. Je l'ai fait, puis je me suis laissé prendre au jeu. J'ai aimé l'écriture. Et là, j'écris un roman présentement qui va être publié dans peut-être 8 mois. Je suis en train de le terminer. Je suis avec Libre Expression, j'ai signé un contrat, je suis super content, ça va bien, j'adore ça, ce nouvel exercice-là, plus solitaire, c'est un nouveau plaisir solitaire que je connaissais pas. Non, mais tu le dis à la fin que maintenant, quand on t'interpelle en public, Danny, et qu'on te dit « Hey, on vous voit plus », tu te dis « Ben écoutez, j'écris ». Oui, voilà, ça me donne une raison d'être. T'es un écrivain maintenant. Voilà. Non, mais c'est parce que les gens passent leur journée à me demander qu'est-ce que je fais, ça fait que là, maintenant, je réponds ça. C'est parfait. Mais t'expliques aussi que t'as vécu dans ta carrière à Radio-Canada, près de 2 décennies. T'as fait, tout le monde en parle, t'as fait La Petite Séduction aussi. T'as comme atteint ton quota de sociabilité. Oui, mais je suis pas la personne la plus sociable au monde, mais j'ai été entouré de gens dans toute ma carrière. Tu sais, 20 ans en tournée avec une équipe, 12 ans en tournée avec La Petite Séduction un peu partout à travers le Canada avec une équipe. Avec beaucoup d'anecdotes absolument savoureuses. Oui, Mme Renaud, entre autres, oui. Mon Dieu. Ensuite, j'ai fait 20 ans, 17 ans, tout le monde en parle, avec une équipe. Donc, lorsque je suis chez moi seul avec mon thé et le bruit du REM, parce que j'habite pas loin d'ici, ben je me sens bien, j'aime ça, j'aime cet exercice-là. Tu sens plus le besoin de voir du monde. Ma batterie est pleine, OK? De sociabilité et de reconnaissance aussi publique. Je suis chanceux. J'ai eu des beaux projets, j'ai travaillé. Tout le monde en parle, j'ai adoré cette expérience-là. Je parle juste de la fin qui a été pénible. Oui. Mais tout le reste, j'ai adoré ça. Je raconte plein d'histoires intéressantes par rapport à ce que j'ai vécu. Les politiciens que j'ai vus naître, il y a quand même beaucoup de choses. Ceux que t'aimais moins? Ceux que j'aimais moins, je pense que ça c'est clair. Comme M. Coderre? Ben, Denis, ça n'a jamais été une relation très facile, lui et moi. Lui, il avait l'air de t'apprécier, par contre. Ben, il apprécie pas mal tout le monde, je dirais. Juste avant de passer à La Petite Séduction, parce que tu as aussi animé La Petite Séduction, je recule la cassette un peu sur ton passage hier à l'émission. Tu as un peu vécu ce que les invités de Tout le monde en parle
ont souvent vécu le hot seat, le questionnement, le contre-interrogatoire. Comment tu as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé ça à la fois difficile, mais un exercice intéressant. J'ai trouvé ça le fun d'avoir la folle du roi devant moi. J'étais vraiment dans l'inverse, mais qui était super gentil avec moi. J'ai aimé les extraits pour essayer de me confronter. C'est vraiment les techniques de Tout le monde en parle. Et je pense que j'ai quand même bien réagi. J'ai essayé de garder mon contrôle. J'ai essayé d'être... Parce que moi, je l'aime, cette émission-là. Je l'ai dit encore hier. Tu la regardes encore, d'ailleurs. Je la regarde à chaque dimanche. J'aime l'émission. Je trouve qu'elle a sa pertinence. C'est une émission sur l'actualité de la semaine, la culture québécoise. Quelqu'un qui veut être au courant de ce qui se passe ici, regarde, Tout le monde en parle. Et c'est bien fait. C'est une belle équipe. Et d'ailleurs, j'adore l'équipe. Quand je parle d'équipe dans le livre, je parle pas nécessairement de l'équipe en général. Je parle du noyau de Guy, André... Guillaume L'Espérance, qui sont les gens qui sont au front. OK. Il y a les bouts les plus drôles de ton livre, Danny Turcotte, c'est quand tu parles de la petite séduction. Tu as fait 12 ans à faire la tournée du Québec et un peu du Canada avec des artistes. Qu'est-ce que tu as appris sur le genre humain en étant comme ça sur le terrain? Ben, on parle des artistes ou on parle des gens? Tout le monde. On parle de tout le monde. Ben, c'est une question qui est vaste. Sur les artistes, je peux dire qu'il y a des artistes on a des artistes très sincères, en général, au Québec, des gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui aiment vraiment les gens pour vrai. Parce que c'est rare, les émissions où tu vas être 3 jours de temps avec ton invité. Déjeuner, dîner, souper. Donc, tu as comme un microscope pour examiner la personne, agir avec les gens. Puis tu vois qu'il y a des gens qui sont vraiment là parce qu'ils aiment le monde. Je parlais de Marina Orsini, j'aurais fait les 236 émissions avec elle. C'est la personne rêvée pour faire cette émission-là. Les gens l'aiment, puis elle aime les gens pour vrai. Il y a des gens pour qui c'est moins facile. Je parle de Ginette Renault dans le livre. Ginette, qui est un être unique. Hein? C'est une femme extraordinaire, mais qui a un caractère particulier. Tout le monde la connaît par son humour grivois, par sa façon d'être, par son authenticité. Son humour grivois, à moins que je me trompe, oui, on l'a vu en public, mais en privé, en coulisses, c'est vraiment quelque chose. Exactement. Et là, tu le décris. C'est next level, comme on dit. C'est next level. Oui. Ben, je le décris parce que je trouvais ça drôle de décrire toute l'expérience de Ginette qui arrive avec sa voiture neuve le matin. Puis décapotable qu'elle vient de recevoir de René Angélil. Qui veut pas recevoir un dessert qu'on lui a fait. Mais il y a une madame qui offrait une tarte au sucre, mais une madame très âgée qui était tremblotante. Qui a mis tout son cœur Qui a mis tout son cœur à faire la tarte. Puis Ginette a les deux bras cassés. Puis j'en mange pas de ça, moi. Donc là, moi, j'étais comme un peu stoïque. La pauvre madame est retournée avec sa tarte. J'ai demandé pourquoi t'as pas pris la tarte. On l'aurait mangée, nous autres, l'équipe. Elle a dit, comment ça se fait qu'elle sait pas que je suis diabétique? Raconte l'anecdote de Mme Bertrand, Jeannette Bertrand, qui s'en va, je sais pas dans quel village. On la loge dans un motel et le propriétaire du motel décide de se faire de la pub avec ça. Ben, il a pris ce qu'on appelle un trailer avec des grosses lettres, là, puis c'était écrit « Nous recevons la plus grande dame du Québec, Jeannette Bertrand », en avant du motel. Et Jeannette et moi, on était logés là, on était bien, c'était correct. On arrive au déjeuner, pauvre Jeannette, elle se retrouve avec 2 toasts au pain blanc, avec un couteau en plastique, puis des petits copes de beurre. Puis de beurre de pinot. De beurre de pinot, puis il n'y a pas de déjeuner, rien pour Jeannette. Puis elle s'est même pas plainte, Jeannette. Jeannette est tellement extraordinaire. Elle a dit non, elle dit il est bon le beurre de pinot, je le trouve bon. Et si j'ai bien compris, Michel Louvain n'aime pas beaucoup la poutine. La poutine râpée. Du Nouveau-Brunswick. Du Nouveau-Brunswick, qui est une expérience quand même culinaire particulière. Il faut que tu aies une culture de poutine râpée. On était devant 150 personnes et là, tout le monde attendait le verdict de Michel Louvain et moi qui allaient manger la poutine devant eux. Fait que Michel prend une bouchée, il fait il dit j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et c'était très drôle. Michel Louvain, c'est un être authentique aussi. Ça, c'est un bel exemple. C'est un cours de show business sur pattes. Qu'est-ce que tu as préféré faire comme émission? Tout le monde en parle ou La Petite Séduction? Les deux sont des pôles totalement différents. J'ai de la misère à trancher entre les deux. Mais je te dirais que La Petite Séduction, en fait, œuvre utile beaucoup parce qu'on allait donner de la fierté à des gens dans des villages qui étaient tellement heureux d'être sous la lumière de l'émission, qui se donnaient. Puis la force des racines, c'est tellement extraordinaire de voir comment les gens trouvent ça beau chez eux. La Petite Séduction, ça a été extraordinaire. J'ai aimé faire des spectacles. J'ai aimé Tout le monde en parle. J'aime ma vie. J'aime écrire. Alors tout va bien. T'aimes ta vie? Parce que je te pose la question en terminant, Danny Turcotte, parce que à la fin de Tout le monde en parle, t'avais pas l'air d'aller bien. Là, non, j'aurais eu besoin d'aide. Là,
Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Tout va bien dans ta vie? Tout va bien. C'est relatif. Ça va quand même très bien. Mon livre, je suis content, je suis fier. C'est vraiment... C'est libérateur parce que c'est une thérapie écrite. Ça fait du bien. Ça te fait du bien. Ça fait du bien. Puis j'invite tout le monde à faire ça. Tout le monde devrait écrire. Toutes les vies méritent d'être racontées. En terminant, tu as un roman en préparation? Oui. Ça va parler de quoi? Ça parle de, encore une fois, c'est sûr, c'est mes bibittes. Là. C'est une famille avec un fils homosexuel, un père qui refuse l'homosexualité de son fils. C'est très rough, mais c'est de la comédie dramatique. Mais c'est pas du tout inspiré de ma vie, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Les personnages sont très gros. C'est presque du dessin animé, mais je m'amuse beaucoup. Je l'ai présenté à un éditeur, puis ils m'ont fait signer un contrat. Puis ça va être publié à l'automne prochain. Bien, on va lire ça avec beaucoup de plaisir, j'en suis certain. Danny, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Bonne chance pour la suite. Ton livre s'intitule Des Turcotte et Fils. C'est un clin d'œil à ton paternel quand il avait une entreprise. Danny Turcotte, Mon histoire.